Et salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te présenter mes lectures du mois et je te parle bien de lecture et pas de Service Presse parce qu'en fait il y a deux romans dans le lot qui ne font pas partie de Service Presse et qui sont simplement des lectures que j'ai faites ce mois-ci mais dont je voulais te parler parce qu'elles tombent pile poil dans le thème du mois, donc c'est-à-dire le fantastique et surtout parce que j'ai adoré la lecture donc forcément j'avais pas envie que tu passes à côté. On commence juste après le générique. Alors le premier que je te présente en fait c'est pas du tout du fantastique, c'est un thriller et il fait partie de ma sélection du mois d'août. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, tu l'auras dans le petit. Mais je l'ai reçu en retard malheureusement et j'ai pas pu l'intégrer à la précédente vidéo. Du coup je le fais maintenant. Ce roman c'est Prison Bank Water. On est dans un futur plus ou moins proche, donc plutôt dans une dystopie. Le monde en fait est ravagé par des vagues de violence et les États-Unis vont choisir pour pouvoir pallier à toute cette délinquance de créer une prison sous l'eau en fait à la place d'une ancienne plateforme pétrolière. Cette prison du coup va recueillir en fait tous les délinquants les plus dangereux. On va suivre du coup la dernière mission d'un médecin militaire qui va descendre dans cette prison et il va se rendre compte finalement qu'il y a un virus qui sévit au sein de l'établissement. Et ce virus en fait va transformer en quelque sorte les prisonniers en des êtres déments et violents. Il va tout faire pour pouvoir trouver la source du virus, mais surtout essayer de l'endiguer et qu'il ne se propage pas au sein de tous les prisonniers et surtout qu'il ne sorte pas de la prison. Donc si tu aimes tout ce qui est complot politico-militaire et ensuite tu vas être servi. Pour moi c'est vraiment le script parfait d'un film hollywoodien avec énormément de rebondissements. L'auteur a une grande qualité, c'est qu'il arrive vraiment à jouer avec le rythme, il sait très très bien le doser. Il sait quand il faut du rebondissement, quand il faut de l'action, et il y en a de l'action. Franchement ça pète dans tous les sens. Mais il sait également nous laisser le temps de souffler. Et ça, c'est une qualité que je ne retrouve pas forcément toujours dans mes lectures. C'est-à-dire que oui, on met des péripéties, on met de l'action et c'est génial parce que le lecteur ne s'ennuie pas. Mais on a besoin aussi des fois de souffler, de laisser reposer un peu l'attention. Et l'auteur ici sait très bien quand le faire. Le seul petit défaut que j'ai pu trouver à ce roman, c'est que parfois c'est très très stéréotypé. Je m'explique, dès le début en fait, t'arrives, tu vois la famille du médecin et c'est vraiment la famille américaine stéréotypée parfaite avec la petite clôture blanche, le couple qui s'aime depuis 30 ans, les enfants avec qui les parents ont une énorme complicité, un garçon, une fille, donc le choix du prince, enfin bref, la famille parfaite. Et au début je me suis dit, ça va être compliqué si c'est tout aussi parfait tout le temps quoi. Moi ça m'angoisse le parfait. Et en fait, très honnêtement, à la fin du premier chapitre, le Gugus, il part dans la prison souterraine, et puis tout ce côté très stéréotypé famille parfaite, on l'oublie assez vite. Et puis, ok, il y a quand même pas mal d'autres. C'est pas des stéréotypes, c'est plutôt des codes qu'on retrouve dans les films hollywoodiens qui sont remis dedans. Et finalement, en fait, au lieu d'agacer, parce que parfois ça nous agace quand on voit autant de codes, autant de stéréotypes et ensuite, au lieu de nous agacer, en fait, moi personnellement, ça m'a vraiment beaucoup amusée parce que j'avais l'impression que c'était presque une caricature en fait. Je te le conseille parce que vraiment tu ne t'attends pas du tout à ce qui va se passer, il n'y a aucun moment où c'est prévisible. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des éléments stéréotypés que c'est prévisible, c'est tout à fait différent l'un et l'autre. Agréablement surprise parce que je pensais que c'était une lecture sérieuse et c'est peut-être une lecture sérieuse pour la plupart des lecteurs. Mais pour moi, je l'ai vraiment vu avec beaucoup de second degré, d'ironie en fait. Maintenant, on va vraiment passer à la sélection fantastique que j'avais pour le mois. Et je vais commencer par les numériques. On va parler maintenant de Cassilina, de l'auteur S.A. Williams. Cassilina, qu'est-ce que c'est? Alors, la loi de Murphy, en fait, c'est un peu la théorie de l'emmerdement maximum. Et ça, Cassilina, elle connaît bien en fait.
Parce qu'en fait, ça suffisait pas qu'elle meure de façon totalement stupide. Il a fallu en plus qu'on lui apprenne que même après sa mort, va falloir qu'elle travaille. Là où t'en as plein qui se la coulent douce et qui vivent leur plus belle vie, enfin leur plus belle mort plutôt, Cassilina, elle va devoir en fait éduquer tous les nécromants pour pouvoir les aider dans leur quête à amener les morts dans l'au-delà. Et Cassina, comment dire, tout ce qui est social, aider son prochain et ainsi de suite, c'était vraiment pas son kiff déjà quand elle était vivante, alors tu te doutes bien que morte, elle en a carrément plus rien à faire quoi. Et du coup, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais toute seule, et ben en plus, il y a une menace qui est en train de peser sur tous les nécromants et donc forcément sur Cassimina, et elle va devoir trouver qui est à l'origine de cette menace et la contrecarrer. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? J'ai vraiment adoré parce que le personnage de Cassimina est très très loin des autres personnages qu'on peut avoir. C'est un personnage qui pète, c'est un personnage qui l'ouvre quand elle a envie, qui est grognon, qui n'est pas sociable. Même physiquement, elle a rien de l'héroïne classique, c'est-à-dire qu'elle est rondouillarde, qu'elle n'est pas forcément attirante. Bref, Cassina, c'est Madame Tout-le-Monde. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Et en plus, elle a un caractère, une répartie, mais c'est juste génial. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment parfait. Mais le gros plus de ce roman, c'est vraiment le personnage de Cassina. C'est-à-dire que même les autres personnages sont bons, mais à côté d'elle, ils sont tout palos. Et même si en fait on l'avait mise dans un roman plat avec une intrigue plate, rien que le fait qu'elle soit là, je pense que j'aurais aimé le roman. Donc c'est dire à quel point ce personnage, je m'y suis attachée, mais énormément. Après, j'aime beaucoup les personnages déjà assez atypiques, mais les personnages grognons et ensuite, j'adore parce que, enfin, dans la vie de tous les jours, je suis assez grognon et je me retrouve en Cassilina un petit peu, même si je pense être un peu plus sociable qu'elle quand même. Bref, Cassilina, c'est vraiment un personnage dans lequel tu peux t'identifier et surtout un personnage qui est vrai, qui est drôle, qui est percutant. C'est un personnage qui va pas te laisser indifférent en fait. Le deuxième roman numérique que je te présente, là on est sur quelque chose qui n'est pas du tout par contre humoristique, qui est beaucoup plus sombre. C'est du fantastique, mais c'est du fantastique qui tend un peu quand même vers l'horreur. Donc carrément une autre dimension, une autre ambiance. C'est Mute de Joseph Kochman. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, c'est tout simple. Mute, en fait, c'est un personnage qui est présent. Ça veut dire que il n'a pas de passé, il n'a pas de futur, il ne réfléchit pas, il vit, il avance, il se contente d'exister sans réfléchir. En fait, Mute, c'est le néant, c'est rien. C'est un personnage en fait qui s'en fiche de tout. Alors c'est pas qu'il est pessimiste, pas du tout. C'est juste un gars qui avance dans un désert et qui ne se pose même pas la question de qu'est-ce qu'il fait dans ce désert. Pourtant, ce désert, il n'y a absolument rien dedans. Et quelqu'un de normal se demanderait ce qu'il fait là, comment il est arrivé ici, pourquoi il s'est réveillé ici. Mute, il s'en fiche. Lui, il continue d'avancer. Et il avance jusqu'à ce qu'il arrive vers un lycée. Ce lycée-là, il est étrange parce que déjà, il se retrouve tout seul, isolé de tout, au milieu du désert. Mais surtout, dans ce lycée-là, en fait, les élèves vont disparaître. Et heureusement, Antoine et plusieurs de ses camarades vont s'intéresser à ces disparitions, en fait, vont enquêter et essayer de trouver la menace et de savoir si ils peuvent faire quelque chose justement pour éviter eux aussi un jour de disparaître. Ce roman, même s'il y avait une connotation horreur, au début quand l'auteur me l'a proposé, je me suis dit que ça pouvait être sympa à lire, mais je me disais que c'était peut-être quelque chose, alors pas de léger parce qu'on est sur de l'horreur, mais d'assez, on va dire, simple, entre guillemets, une histoire classique, des adolescents qui disparaissent dans un lycée, d'autres vont enquêter dessus. Je me disais, oui, c'est une intrigue classique, voilà. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est un roman qui est très complet. Alors, je dirais pas complexe parce qu'il n'est pas tordu ou ainsi de suite, mais il est complet et il y a vraiment en fait une autre trame en dehors de ça. Et c'est un roman qui vient vraiment te montrer en profondeur la nature humaine. Chaque personnage en fait est vraiment très bien développé, à ses propres caractéristiques. Et en fait, pour moi, chaque personnage représente une facette que tu peux retrouver dans ta personnalité. Et quand tu mets tous les personnages ensemble, tu as en fait un être complexe et entier.
Pour moi, Mute, en fait, c'est un roman qui a été écrit avec les tripes. Et c'est un roman qui vient te parler de l'existence, de la raison d'être. Et surtout qui vient s'interroger sur la place qu'on a dans le monde finalement. C'est un roman pour les écorchés vifs. J'ai énormément apprécié cette lecture et je te la recommande mais à 1000% si tu aimes exorciser tes démons à travers la lecture, très honnêtement. On n'est pas sur quelque chose de léger. Le dernier roman du coup numérique que je te présente, c'est pas un service presse, c'est un roman que j'ai lu personnellement et je connaissais déjà l'auteur parce que j'avais déjà fait un service presse pour lui justement. Ce roman, c'est Édouard Sagdos, l'apprenti nécromant. Et il est écrit par Anthony Lamacha, qui est également l'auteur de ce roman que je t'avais présenté au mois de juillet, Le Carnaval de Sans Rire. Je te remets la sélection du mois de juillet si tu l'avais loupé. Et si tu te souviens bien, c'était mon gros coup de cœur avec un autre roman. Mais c'était mon coup de cœur du mois. Et du coup, j'avais vraiment hâte de redécouvrir cet auteur-là. Alors, entre Carnaval de Sans Rire, qui est de l'horreur pure, et Édouard Sagdos, l'apprenti nécromant, on est sur deux ambiances parce que Édouard, c'est un roman jeunesse. Alors, avec une petite touche, pas d'horreur, mais je dirais un peu plus sombre. Mais on est clairement sur deux ambiances. Un est pour un public adulte et averti et l'autre est pour un public jeunesse. Quand je dis jeunesse, je parle d'un public adolescent, 13-14 ans à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'adulte, je suis une adulte normalement, même si parfois tu peux douter un peu, je suis d'accord. Mais pour un public adulte, c'est une très bonne lecture aussi. Je me suis pas du tout ennuyée, j'ai pas trouvé ça gamin. Disons que c'est un livre qu'on peut commencer à lire à partir de 13-14 ans, mais après, plus tard, c'est aussi une lecture que tu peux apprécier. L'histoire de Édouard Sagdos, elle est toute simple. En fait, Édouard, c'est un élève qui se fait un petit peu martyriser, on va dire, par ses camarades. Et un jour, il en a clairement sa claque et il décide qu'il va réveiller un mort pour pouvoir effrayer ses camarades. Mais c'est pas n'importe quel mort en fait qu'il va essayer de réveiller, c'est un tueur en série. Parce qu'il y a 42 ans, dans son village, un professeur avait tué 13 de ses élèves. On ne sait pour quelle raison. Il avait été condamné à mort et il est enterré dans le cimetière de la ville. Donc, Édouard se dit, qui de mieux qu'un tueur en série qui déteste les enfants pour effrayer les enfants? Sauf que voilà, ça va pas du tout se passer comme ce qui était prévu, parce qu'il arrive bien à réveiller ce mort, mais c'est pas lui le tueur en série. Et ouais, en fait, il avait été piégé et c'est quelqu'un d'autre. Donc Edouard va partir dans une enquête pour essayer de piéger à la fois le vrai tueur et surtout en fait de retrouver les corps des enfants qui avaient disparu. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Et bien tout d'abord, je l'ai adoré, comme je te disais, parce que c'est une lecture qui, même si elle est pour un public jeune, ne fait pas du tout enfantine. On est sur quelque chose qui, même si c'est pas totalement sombre, a une petite connotation un petit peu frisson finalement. Et c'est la lecture parfaite pour cette période qui est Halloween. C'est vraiment le thème, je trouve. Donc si jamais tu penses vouloir faire une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est la lecture parfaite. C'est un livre avec une particularité que j'ai adorée. Cette particularité, c'est que tu as deux narrateurs en fait. Le premier narrateur, c'est un narrateur omniscient à la troisième personne qui te raconte l'histoire d'Édouard, qui te raconte qui est Édouard. Et le deuxième narrateur, en fait, c'est Édouard lui-même qui vient parfois commenter ce que dit le narrateur. Parce que Édouard, il faut savoir une chose sur lui, c'est que il est assez de mauvaise foi quand même et il n'aime pas qu'on dise par exemple ses défauts, il n'aime pas qu'on dise ce qu'il pense réellement quand il a honte de ce qu'il pense réellement. Et du coup, il va essayer de corriger le tir de temps en temps et nous faire croire que non, ce que dit le narrateur n'est pas vrai. Sauf que non, Édouard, on n'est pas dupe et on sait que tu es en train d'essayer de nous rouler dans la farine. Ça ne marche pas avec nous. Bref, cette double narration, j'ai trouvé ça génial, ça donne beaucoup de dynamisme au roman et c'est extrêmement drôle, c'est très cynique. Qu'importe ce qui va se passer pendant l'histoire, tu te marres rien que grâce à la narration. Et ça, c'est du génie. Passons maintenant au service presse physique. Donc là, je vais pouvoir te montrer les couvertures directement. Et on va commencer avec une histoire de sorcière vu qu'on va continuer dans le thème d'Halloween. Si je dois déterminer un gros coup de cœur ce mois-ci, c'est vraiment lui. Ce roman, c'est Pertinax.
C'est un roman fantasy historique et je vais te le présenter, ça va être plus simple en fait. Nous sommes en l'an de grâce 1715, nous sommes à Baltimore. Déjà que je t'ai posé le décor, là tu sais à peu près où tu mets les pieds. On va suivre le parcours de Mélodie, une jeune fille qui va être accusée de sorcellerie. Et on va suivre son procès qui est clairement un procès à charge. Le but, c'est pas de savoir si elle a vraiment fait de la sorcellerie et si elle est vraiment hérétique. Le but, c'est de le prouver et de l'enfoncer jusqu'au bout. Donc clairement, elle part pas gagnante pendant son procès, ça t'en es sûr. Et elle va être soutenue par son avocat Thomas, qui va vraiment tout faire pour pouvoir la sauver et lui éviter un sort assez tragique, on va dire. Sauf que le problème, très vite, les intérêts personnels et les intérêts professionnels de Thomas vont commencer à se mélanger et il ne va plus savoir où va sa loyauté. Donc jusqu'où ira Thomas pour pouvoir gagner ce procès ou au contraire mettre en avant ses intérêts personnels. Ce roman, si je te dis que je l'ai adoré et que ça a été un énorme coup de cœur, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a la narration. La narration, elle utilise en fait plusieurs techniques, exactement comme le roman que je t'avais présenté le mois dernier, qui est Innocente de Vab. Ce roman, en fait, il utilise la narration à la troisième personne avec un narrateur omniscient et il utilise aussi la narration à la première personne du point de vue de Thomas, justement, et il utilise aussi des procès-verbaux. Donc tu retrouves exactement les procès-verbaux comme dans le roman Innocente de Vab, justement. Ce petit point, je l'avais adoré chez Vab et je l'adore encore, puisque je trouve que ça ajoute vraiment un réalisme, ça te permet de vraiment rentrer dedans et tu as l'impression finalement d'être tombé sur les archives d'un vrai procès et tu rentres forcément beaucoup plus dans l'histoire et tu t'attaches encore plus au personnage puisque tu as l'impression que ça a vraiment existé. L'autre point très positif de ce roman est aussi lié à la narration, mais on est plus sur le style d'écriture. C'est qu'il est écrit, elle a vraiment l'impression d'être projeté au XVIIIe siècle, puisqu'on utilise les mots, les styles de phrases du XVIIIe siècle, tout en étant accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que ce n'est pas barbant, ce n'est pas compliqué, tu tapes pas la tête contre les murs. Bref, c'est génial. Le suspense est aussi incroyable. Personnellement, j'avais énormément de mal à lâcher le roman. J'ai cru plusieurs fois que j'allais faire des nuits blanches parce que je ne voulais pas arrêter ma lecture. Et ça, disons que ça m'arrive d'avoir du mal à lâcher ma lecture, mais depuis que je me suis lancée dans la carrière d'écrivain et du coup que je lis énormément, c'est vrai que j'ai une tendance à être un peu moins passionnée quand je lis, puisque je lis à outrance, je lis beaucoup. Et là, j'ai vraiment retrouvé cette passion, cette étincelle que j'ai parfois quand je lis. Je l'ai vraiment retrouvée avec ce roman-là et ça a été extrêmement difficile de fermer le roman tant que j'avais pas lu la dernière page. Donc bref, ce roman, c'est ma grosse pépite du mois pour moi. Et je te le recommande, mais à 1000%. Et encore une fois, on est dans le thème sorcière Halloween, donc jette-toi dessus. Alors du coup, là je vais te présenter le dernier service presse. C'est pas le dernier roman que je te présente, mais c'est le dernier service presse que j'ai eu ce mois-ci. C'est Briseis. Alors je l'avais sélectionné en pensant qu'il s'agissait de fantastique et en fait on est sur de la fantasy. Si tu connais pas la différence entre les deux, je te mets le lien de ma vidéo sur le petit i. Finalement, c'est différent, le fantastique et la fantasy. Quelle est l'histoire de Briseis? Eh bien, tout simplement, Briseis est une adolescente tout à fait normale dans un lycée normal. La seule particularité qu'elle peut avoir, c'est que son père, ça fait 7 ans qu'il ne parle plus, qu'il est dans un état végétatif et qu'il ne peut plus prendre soin de lui. C'est à la grande surprise de tout le monde qu'un jour il va se réveiller et se mettre à parler. Briseis va le suivre dans une aventure qu'il va lui proposer et elle va se réveiller dans une citadelle mystérieuse et elle ne connaît rien de ce lieu, il est caché aux yeux de tous et elle va essayer de savoir en fait ce qui se passe derrière ces murs et qui sont ces élèves qu'elle forme pour s'occuper du monde de demain. Briseis, comme je te disais, donc c'est un roman fantasy, c'est-à-dire qu'il a son propre univers, son propre imaginaire, et ça on ne peut pas le reprocher à l'auteur. Elle a un imaginaire qui est débordant, qui est complet, qui est complexe. Bref, elle a vraiment réussi à créer son propre monde et c'est impressionnant tout le travail qu'il doit y avoir derrière ce roman
et ça se ressent. Quand je l'ai lu, j'ai beaucoup pensé à Harry Potter justement, avec un monde tout aussi développé, tout aussi intéressant. Peut-être que c'est le côté aussi école, coupée du monde qui m'a fait penser à Harry Potter, c'est possible, hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait le parallèle entre les deux romans. Et pour ma part, il se trouve que, s'il te plaît, me frappe pas, mais Harry Potter, c'est pas trop mon truc personnellement. Donc forcément, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire de Briseis. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout dû au roman en lui-même, c'est juste que moi, je ne suis pas friande de ce genre littéraire, en fait, de ce registre littéraire. À la limite, il y a quand même un petit défaut que je peux retrouver à ce roman, c'est que pour moi, les personnages, il y en a peut-être un peu trop, et on a du mal à les différencier les uns des autres, à savoir quel personnage a quelles caractéristiques. Je trouve qu'au niveau des personnages, ils se ressemblent peut-être un peu trop tous. Mais en même temps, vu le travail qu'il y avait sur le monde, sur l'imaginaire, sur toute l'ambiance, l'auteur pouvait pas travailler en détail tout. Vraiment, hein. Donc il fallait bien faire une impasse quelque part. Et je dirais que c'est peut-être plus sur les personnages qui seraient à retravailler et à peaufiner un peu. Mais c'est vraiment le seul défaut que je peux lui retrouver, quoi. En tout cas, si tu aimes le fantasy, si tu aimes Harry Potter et tous les romans à peu près de ce style-là, je te conseille vraiment Briseis, parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que moi je ne suis pas rentrée dans l'univers que ce n'est pas un bon roman. Il y a une différence. Chaque lecteur a une expérience différente de sa lecture. Et je pense que si toi tu aimes tout le côté imaginaire et te laisser porter par ton imagination, tu vas adorer Briseis. Et enfin, on finit cette sélection avec mon chouchou, cet auteur dont je te parle tout le temps sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets le lien en barre d'infos pour que tu puisses venir t'abonner. On s'amuse bien là-bas. Je te parle du dernier roman de Vassinov, qui est Rue de Soie. Ce petit roman, c'est en fait un conte initiatique et on va suivre le parcours de Zoé, une chômeuse comme les autres, qui est à la recherche d'un emploi. Mais pour cela, elle va devoir suivre une formation assez particulière. Et durant cette formation, en fait, elle va faire des rencontres assez atypiques. Elle va devoir suivre un périple assez étrange quand même, hein, et elle va devoir du coup se balader dans les quatre coins de la ville. Bref, ça va être une formation qui va être assez particulière. J'ai beaucoup aimé ce petit roman. En fait, je l'ai lu avant qu'il sorte et je l'ai relu du coup une deuxième fois à sa sortie. C'est très rare que je relise un livre, je tiens à le dire. Et là, j'ai fait une exception parce que vraiment, c'est un roman où à chaque lecture, en fait, tu vas avoir une vision différente. Pendant ma première lecture, je suivais plutôt l'histoire, donc je me suis laissée porter par le côté fantastique. Et ça a été une lecture très agréable. J'ai vraiment apprécié de pouvoir le découvrir. Mais on était plus sur le côté je suis un roman, je suis une histoire, une intrigue, et c'est tout. Lors de ma deuxième lecture, par contre, je me suis plutôt attachée aux petits détails et aux sous-entendus qu'il pouvait y avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur adore jouer, on va dire, avec la langue française. Il adore mettre des petits clins d'œil un peu partout. Et du coup, cette deuxième lecture m'a permis de pouvoir voir tout ça, tout le petit travail, tout ce qui était caché dans le texte. Et j'ai eu deux lectures totalement différentes finalement, avec deux expériences totalement différentes et j'ai adoré ce roman. Il y a pas mal de clins d'œil, que ce soit en fait à son recueil précédent, puisque Rue de Soie est un roman, mais c'est un roman qui vient compléter son recueil Désœuvré, puisqu'il parle aussi en fait du monde du travail, qui était le thème principal de Désœuvré. Mais on n'est pas du tout sur la même ambiance que pour le recueil. Le recueil était beaucoup plus sombre, alors que là c'est quelque chose d'un peu plus léger quand même. Pas léger dans le sens simple, mais léger dans le sens où il est quand même beaucoup moins sombre, hein. Je lis pas énormément de contes initiatiques, voire je n'en lis pas du tout finalement. Je pense que j'ai dû en lire peut-être 4 ou 5 dans toute ma vie. Donc forcément mes références au niveau contes initiatiques sont assez limitées. Et c'est pour ça que ce roman m'a fait penser au Petit Prince, qui est différent, puisque le Petit Prince on est plus quand même sur un public jeunesse, mais il m'a fait penser au Petit Prince dans le sens où ce roman aussi a une double façon d'être lu,
Et surtout, en fait, à chaque rencontre, on a un personnage totalement atypique qui est issu de l'imaginaire. À chaque interaction qu'il va y avoir avec ces personnages-là, le personnage principal va évoluer, va apprendre des choses sur lui, va apprendre des choses de la vie. Et en fait, finalement, le voyage se fait autant physiquement que mentalement. Et donc, à chaque évolution mentale du personnage, on passe à un autre lieu physique. Et je trouve ça assez sympa, ce parallèle qu'il y a entre le voyage physique et le voyage mental. Bref, je te le recommande. Et puis, de toute façon, il fait partie de mes auteurs chouchous. Forcément, j'ai préféré désœuvrer à celui-là parce que moi, tout ce qui est plus sombre, je préfère. Mais j'ai quand même vraiment adoré cette lecture. La preuve, je l'ai lu une deuxième fois. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Enfin, c'était déjà pas mal parce que ce mois-ci, j'ai eu que des bonnes surprises. Je n'ai eu aucun roman que je n'ai vraiment pas apprécié. Même si, encore une fois, je disais pour Brisey, je suis pas rentrée dans l'histoire, mais j'arrive à reconnaître que c'est un très bon roman. Bref, ce mois-ci, j'ai été gâtée. J'espère en tout cas que ce sera le cas aussi pour le mois prochain qui sera dédié à la science-fiction. En attendant, on se retrouve nous pour de prochaines vidéos. La semaine prochaine d'ailleurs, je vais t'annoncer une grande nouvelle puisque mon roman va sortir la semaine prochaine. Je te montrerai la couverture à ce moment-là puisque je ne te l'ai pas encore montré sur YouTube. Tu l'as sur Instagram mais pas sur YouTube encore. Bref, la grande annonce se fera la semaine prochaine. Je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur mon roman et j'espère en tout cas que ça sera piquer ta curiosité. Bref, je te laisse sur ces bonnes paroles. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.